Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review nocturne de WWE Royal Rumble 2024. Et oui, nocturne, hein, il est pratiquement minuit à l'heure où je tourne. Hein, j'ai revu le Rumble, c'était long, c'était long. Et puis j'ai essayé de regarder un peu tout dans les détails, notamment les deux Rumble matchs, et ça prend du temps, parce que ce sont deux matchs particuliers. Et voilà, j'en suis rendu là à faire cette review. Hein, voilà, je me suis promis de la tourner ce dimanche, et même si maintenant on est bientôt lundi, je m'y mets, comme ça ce sera fait. Et il vaut mieux faire ça à chaud. Il y a quand même pas mal de choses à dire, hein, malgré un pay-per-view de seulement 4 matchs. Il y avait quand même de quoi faire. Il y avait du contenu, c'est le moins qu'on puisse dire. Déjà, je vais vous faire comme d'habitude, je vais vous présenter le poster du show avec la note globale que j'ai donnée à ce show et une petite analyse déjà en quelques mots de ce que j'en ai pensé avant d'entrer dans le vif du sujet et dans le détail de chacun des matchs. Donc je vais vous présenter déjà donc le poster avec ma note globale. Voici le poster. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai donné la note de 3 étoiles à cette édition du Royal Rumble 2024. Un show que je qualifierais globalement de décevant, au sortir duquel je n'ai à nouveau pas eu la sensation d'avoir assisté à un show énorme et historique, hein, comme tout Royal Rumble qui se respecte, et malheureusement ça commence à devenir assez récurrent avec le Royal Rumble. J'y reviendrai plus en détail, mais si le Rumble féminin aura globalement su remplir son contrat, le Rumble masculin, malgré quelques atouts indéniables, aura péché en matière d'émotion pure et de surprise en tout genre. Là où celui des femmes aura été plus complet, je pense, en dépit de plusieurs imperfections dans la réalisation des moves. Les deux matchs du milieu auront franchement plombé la qualité générale du show, avec un four-way qui n'a pas su embarquer le public, avec trop peu de suspense et de qualité in-ring pour s'y investir, et un Logan Paul contre Kevin Owens peu abouti en dépit de ses quelques qualités, avec une fin assez frustrante et inhabituelle de la part de Triple H, nous donnant d'ores et déjà rendez-vous pour un deuxième round d'ici quelques semaines. Mais en dépit de ce DQ inattendu, le suspense était assez limité quant à un changement de titre, à l'image du match précédent, et c'est aussi ça qui rend ce pay-per-view assez moyen, et qui se finit par un Rumble masculin qui a manqué d'audace et de fantaisie, cette petite étincelle supplémentaire qui en fera un Rumble d'exception, avec une finale assez similaire à celle de l'an dernier dans l'esprit, mais bien moins qualitative. La faute à un Voldemort qui était bien trop limité physiquement, j'en reparlerai tout à l'heure. Un pay-per-view qui aura tout de même surpris avec ses seulement 4 matchs au total, chose qui, de mémoire, chose que je n'ai jamais vue dans ma vie, dans un pay-per-view, seulement 4 matchs, et toutes compagnies confondues. Un match tag, par exemple, entre DIY et Balor et Priest, en milieu de show, je pense n'aurait pas été de trop, à mon humble avis. Quant aux notes que j'ai données, donc à ces 4 matchs, je vais les donner tout de suite, donc je vais vous montrer le graphique, comme j'ai l'habitude de faire. Voilà le détail, le graphique, donc je le rappelle, donc 3 étoiles pour la note globale. Le Rumble féminin, 3 étoiles et demie, la meilleure note, le meilleur match de ce show pour moi, même si c'est pas de beaucoup. Le Reigns contre AJ, contre Helena et contre Orton, 3 étoiles seulement. Paul contre Owens, 3 étoiles et quart. Et Royal Rumble masculin, la même note, 3 étoiles et quart. Donc des notes assez compactes, mais des notes qui ne sont pas non plus extraordinaires et qui ne sont pas gérées d'un niveau pay-per-view. Voilà, on va commencer donc par l'opener de ce PLE. On pouvait s'en douter, vu le peu de matchs qu'il y avait, la configuration, on l'a deviné quand même assez aisément. Et donc, il s'agit du Royal Rumble féminin, auquel j'ai donc donné la note de 3 étoiles et demie. Seulement 4 noms sur le visuel, même si par ailleurs on avait pu apprendre qu'Ivy Nile, Alba Fire, Zelina Vega, Shotzi et Michin participeraient aussi. La participation de Maxine dont je parlais dans ma précédente vidéo n'ayant été bizarrement pas été à ce moment-là officialisée. La bonne nouvelle aurait été aussi qu'aucun nom de participant ou de participante n'a été ajouté durant le kick-off, chose que j'avais déploré l'an dernier, et c'est bien mieux ainsi, histoire de préserver un maximum de suspense au niveau des entrées potentielles et des entrées surprises surtout. On commence donc avec Natalia et la revenante Naomi, qui était un nom possible au vu de sa situation avec TNA et sa perte de titre récente, mais son statut encore incertain vis-à-vis de la TNA pouvait à ce moment-là laisser un léger doute quant à sa participation au Rumble. Bonne
pop, en tout cas pour son retour. Elle ne s'attendait même pas elle-même à un tel accueil, au point de la voir très émue au moment où le match commence. Bayley arrive juste après, donc en l'une des grandes favorites en numéro 3, hein, sous un bel accueil également. L'énorme moment de la soirée viendra peu de temps après avec l'entrée surprise de Jordynne Grace en numéro 5, la championne de la TNA, hein, chose totalement improbable et encore plus qu'en 2022, hein, où Mickie James, alors championne d'Impact d'Impact Wrestling, était aussi venue au Rumble, mais la différence c'est qu'elle avait été annoncée bien avant, contrairement ici. Donc c'est quand même un choix fort qui vient confirmer, hein, les très bonnes relations entre WWE et TNA, hein, à n'en pas douter. Une sacrée bonne surprise, hein, je vous le dis tout de suite, c'est ma plus forte réaction de toute la soirée, tellement la surprise fut forte, ma plus grande émotion même de tout le show. Et évidemment, une accolade immédiate avec Naomi, à qui elle venait de prendre le titre, hein, de la TNA, titre qu'elle a également conservé dans le match revanche qu'on a pu voir 2 jours avant, hein, lors de la weekly de la TNA. Un super moment, hein, historique et impensable, d'autant qu'elle est venue avec le titre TNA, son thème TNA et sa tenue aux couleurs de la TNA. Que dire après ça, quoi. Le duel avec Naomi aura lieu juste après l'accolade, hein, une super publicité, hein, quand même pour la TNA, qui va bien les aider à mettre les yeux sur la compagnie. Mais bon, évidemment, il ne manquerait plus qu'un deal TV d'envergure pour que la reconstruction de la TNA soit totale. L'arrivée d'Indy Hartwell permettra ensuite une petite réunion de The Way avec Candice LeRae. L'arrivée ensuite d'Asuka sera l'occasion de commencer à écrire le fil rouge, hein, autour de Damage Control, avec une Bayley tout sauf rassurée à ce moment-là, avec une énorme pression sur elle, hein, après que les Kabuki Warriors aient pris les titres tag à SmackDown la veille. Asuka commence déjà à mettre un vent à Bayley, hein, et on sent que quand ça collabore avec Bayley, bah, les choses sont tout sauf fluides entre les deux. Bayley de son côté est à l'image du Wargames. Elle sauve Asuka de l'élimination, hein, en sauvant Indy Hartwell. Elle continue alors à assurer son job de leader, hein, à la perfection. Le petit duel de force entre Ivy Nile et Jordynne Grace m'a plutôt fait vibrer, les deux ayant un physique relativement semblable. Belair arrive en 10, hein, et s'en prend logiquement à Asuka et Bayley. Kairi Sane arrive en 11 pour venir compléter le fil rouge autour de Damage Control. Elle s'en prend directement à Belair, chose logique également. Les Kabuki Warriors collaborent sans vraiment faire attention à Bayley, hein, malgré toute la bonne volonté dont elle fait preuve. Tegan Nox retrouve Natalya pour un câlin, mais Tegan élimine Natalya, hein, qui avait initialement tenté de l'éliminer. Bayley en opportuniste sort Tegan Nox, ce qui a le mérite de raconter quelque chose donc pour plus tard entre Nox et Natalya, hein, on verra bien à Raw ce qui se passera. La surprise proviendra ensuite de Kairi Sane, auteur du seul et unique coffee spot de la soirée, hein, tout Rumble confondu, hein. Il faut reconnaître que personne ne s'attendait à ça, hein, surtout avec la présence de Katana Chance et de Naomi, hein, qui sont quand même des spécialistes du genre. Ce sauvetage en mode araignée était spectaculaire, mais pas suffisant, hein, Kairi finissant alors par lâcher prise sous la pression de Katana Chance, hein, venu embêter Asuka, qui tentait alors de retenir sa copine. Carter et Chance élimineront dans la foulée Asuka. Simple retour des choses après la perte des titres la veille, le tout bien aidé aussi par Belair. Bayley se retrouve alors esselée, hein, et pense que son plan est en grand danger, et on notera à nouveau qu'Asuka et Kairi ne calculent pas vraiment Bayley, hein, suite à leur élimination. Chelsea Green viendra alors mettre sa touche d'humour et de fantaisie dont on avait alors bien besoin, hein, alors qu'on atteignait ici le milieu de ce Rumble match. Green a failli sortir aussi vite que l'an dernier, hein, pour le clin d'œil, et à cause de Belair, mais cette fois-ci elle arrivera à se sauver. Un duel Belair-Grace aura alors lieu, hein, à nouveau un dream match, et Belair sortira Grace avec son KOD sur l'éperon du ring. Il y a peu de chances d'avoir ce match à Mania, mais en tout cas une bonne perf d'ensemble de la part de Jordynne Grace pour un moment qu'on n'est pas prêt d'oublier dans ce Rumble 2024. Piper Niven arrivera en 15 pour apporter du renfort et du réconfort, hein, à Chelsea Green. Très bon moment d'entrée de jeu, hein, avec Piper qui va sauver Chelsea de l'élimination, hein, non sans avoir faim de la lâcher juste pour faire peur à Chelsea. Un très chouette moment, hein, j'ai trouvé. Une super entrée de Piper, hein, qui va rapidement se mettre en valeur en faisant étalage de sa force. Piper écrase Chelsea par erreur, hein, provoquant un autre moment très drôle de ce match. Petit duel Vega à Piper qui rappellera vite fait la finale du tout premier Queen's Crown Tournament en 2021. Maxine Dupri arrivera donc bien comme prévu, hein, chose dont ses camarades d'Alpha Academy ne profiteront pas, hein, pour leur part. Elle ratera hélas son premier move, hein, à savoir un ciseau de tête sur Bayley, et son second ne sera guère bien meilleur. On retrouve alors les conseils de Gable appliqués par Maxine, hein, lorsqu'elle s'accroche à la jambe de Piper, hein, c'était quelque chose qu'on pouvait s'attendre à voir, en effet. Jax arrive en 19 et on voit tout de suite que Piper a les yeux rivés sur Jax, contrairement à Jax, hein, qui pour l'instant ne la regarde pas. Green est KO après avoir été à nouveau écrasé par Piper,
qui alors écrasait Jax contre elle dans le coin, hein. Encore un moment très fun de ce match. Piper et Jax entrent à nouveau en collision, mais Green est encore prise en sandwich, mais ce n'est pas fini puisque Jax soulève Piper et l'écrase sur la pauvre Chelsea. Puis Jax s'écroulera elle-même sur Chelsea suite à un springboard kick de Naomi. Jax est bouquée très forte, hein, et arrive même à se sortir d'une élimination collégiale en repoussant tout le monde. Jax finira même par éliminer Piper, hein, dans ce duel de colosse. Mais vraiment une très bonne surprise, hein, la prestation de Piper. Je ne pensais pas qu'elle allait être mise en avant autant que ça. Et ça augure peut-être de grandes choses pour elle, je dirais au niveau solo. On verra, mais en tout cas, c'était vraiment une très bonne performance, hein. C'est l'une de MVP même de ce Rumble pour moi, hein, Piper Niven. Becky Lynch arrivera alors, hein, pour un duel inévitable avec Nia Jax, hein. L'élimination de Chelsea Green par Becky est à l'image de tout son parcours, hein, savoir assez drôle. Très bonne performance d'ensemble aussi de Chelsea, hein, l'une des MVP de ce match à mon sens, donc avec sa partenaire Piper Niven. Et elle prouve ici, hein, pourquoi je l'ai mise dans mon top 5, des catcheuses VV en 2023. R-Truth, de manière assez inattendue, viendra faire son entrée en plein pendant celle de Valhalla, se retrouvant alors nez à nez avec Nia Jax. Joli clin d'œil, hein, quand même du destin, puisqu'on se souvient que Jax avait attaqué et remplacé R-Truth, hein, durant son entrée au Rumble masculin en 2019, hein, en tant que numéro 30. Jax sortira alors Truth, hein, très rapidement. Pierce va alors sortir Truth, hein, va lui dire de rentrer au vestiaire, et Valhalla va pouvoir entrer, mais va se faire sortir immédiatement par Jax. Valhalla est donc furieuse, hein, et cela pourrait avoir des répercussions dans les Raw à venir, hein, peut-être un Ivar qui va s'en prendre à R-Truth. Roxanne Perez va arriver en 27, hein, comme première participante de NXT. Il était temps, hein, et en effet Cole avait annoncé la veille à SmackDown que NXT serait présent dans les 2 Rumble matchs, ce qui a d'autant plus de sens, hein, qu'on est ici en Floride, hein, le fief de NXT en quelque sorte. Jax éliminera Baszler, son ancienne partenaire, comme un symbole. On se dit alors que Jax va être dur à battre, hein, qu'il faut une femme de taille pour rivaliser avec Jax. Et en effet, c'est là que Jade Cargill fait enfin ses débuts à la VVE. C'était maintenant ou jamais, hein, j'ai envie de dire, et le moment idéal pour la faire débuter, hein, comme je l'indiquais dans ma vidéo précédente. Une très bonne pop, hein, quand même à signaler, et un duel avec Jax, hein, forcément très attendu. On entend même des chants holy shit, hein, de la part du public. Jade soulève alors Jax, hein, et la projette au sol, hein, sous une grosse pop. Elle arrive même à la soulever à nouveau, hein, et à l'éliminer, hein, incroyable sensation. La pop est presque aussi impressionnante que lors de la sortie de Lesnar au Rumble 2020. Et la tête de Becky est juste priceless, hein, et mérite d'en faire un gif, hein, je dirais. Stratton arrive alors en numéro 29, hein, juste après ce grand moment. Ce qui portera finalement à 2, hein, le nombre de filles de NXT. Étonnamment moins, hein, moins que les 3 qu'on a vus en 2023, hein, malgré l'accent mis sur cette branche actuellement et le fait de se trouver dans leur fief, hein, c'est quand même étonnant. Belle entrée, en tout cas très dynamique de Stratton, avec un duel face à Becky en guise de clin d'œil, hein, de leur feud à NXT, et un duel face à Roxanne Perez, hein, son autre collègue de NXT qu'elle connaît bien. Morgan, hein, Liv Morgan arrivera en numéro 30 finalement. C'était forcément un nom auquel on pouvait penser, même si très franchement, ce n'est pas un nom digne de figurer en 30, hein, même si c'était pour son grand retour ici. Stratton éliminera justement Perez comme un symbole, duel que j'attendais également, hein, et dont j'avais parlé dans ma carte prédictive de WrestleMania entre Belair et Cargill. Le public aura également eu une super réaction, hein, lors de ce face-à-face, surtout avec le logo de WrestleMania à un moment donné qu'on va voir juste au-dessus de la tête de Cargill. Là, on en restera finalement à ce face-à-face, et rien d'autre, hein, rien de physique, un teasing bien exécuté, ni plus ni moins. Cargill créera alors la sensation en éliminant Becky, en se servant de Naomi comme une arme, puis en sortant Naomi dans la foulée. Un énorme coup double, hein, de la part de Cargill, et qui la met vraiment on the map, hein, comme on dit, en seulement quelques minutes. Bayley à nouveau avec beaucoup d'opportunisme arrivera à sortir Belair et Stratton en même temps, à nouveau un très beau coup double. Final Three, hein, entre Bayley, Cargill et Morgan. Morgan à nouveau présente, hein, dans le Final Three pour la 2e année consécutive. Beau soutien du public envers Bayley, hein, dont le face turn progressif est en train de bien fonctionner. On finit sur les prônes comme l'an dernier avec Morgan et Bayley qui s'en prennent à la menace Cargill, et Morgan étonnamment qui va sortir Cargill avec son Oblivion, et évidemment Bayley à nouveau opportuniste qui viendra sortir Morgan d'un petit tacle bien placé. Bayley s'impose, c'était mon prono,
et c'était la grande favorite depuis longtemps, il faut pas se le cacher. À noter que Bayley a même battu le record de longévité dans un Rumble détenu par Ripley depuis l'an dernier avec un chrono donc de 10h03, ça sera le nouveau record. Énorme performance donc de la part de Bayley. Io Sky semble impassible derrière son écran, c'est ce qu'on voit, tandis que Rhea Ripley est plutôt souriante, comme si elle avait déjà compris que Bayley ne la choisirait pas à Mania, et puis en se disant aussi que ses principales adversaires ont toutes échoué. Après avoir fait ce long résumé, en tout cas, j'ai donc donné la note de 3 étoiles et demie et donc à ce Rumble féminin. C'est une assez bonne note pour un Rumble qui n'avait pas forcément bien commencé, avec pas mal de mollesse j'ai trouvé et d'approximation. Mais les surprises Naomi et Jordynne Grace assez tôt dans le match, l'arrivée prématurée de Bayley, l'humour inégalable de Chelsea Green, l'histoire autour de Damage Control, bien qu'elle aurait pu être peut-être mieux écrite, avec une Kairi Sane, une Asuka que j'ai trouvé un peu effacée et partie vraiment prématurément, les clins d'œil au feud actuel et passé, l'ouverture vers de nouvelles histoires comme entre Natalia et Nox par exemple, l'entrée what the fuck de Truth, les deux entrées plutôt bonnes des NXT Girls, Perez et Stratton, et la mise en avant des 3 femmes fortes, Nia Jax, Piper Niven et Jade Cargill, tout ça en fait un très solide Rumble féminin dans l'ensemble. Pas mal des critères requis pour faire un bon Rumble ont été remplis. Il m'a manqué cependant une ou deux filles de NXT supplémentaires histoire de marquer le coup en Floride et de continuer à mettre en avant la brand. Davantage de soins aussi appliqués aux différentes prises qui, il faut le reconnaître, n'ont pas été des plus réussies pour la plupart. Et enfin une numéro 30 avec davantage de star power et d'inattendu que Liv Morgan, que je trouve à nouveau bien trop à son avantage. Elle qui aura tout de même sorti Zoe Stark et surtout Jade Cargill quand même. J'aurais aimé pouvoir vibrer pour d'autres surprises à l'image de celle de Jordynne Grace, hélas trop seule dans ce rôle. On notera donc, en dehors des autres NXT Girls, que Sonya Deville, Mandy Rose par exemple, ou Trish Stratus, Lita, Michelle McCool, Beth Phoenix ou Eva Marie, et même Sasha Banks, auront manqué à l'appel. Pas de légende à signaler, je trouve ça pour le coup assez rassurant et rafraîchissant, et ça montre aussi à quel point le présent mais aussi l'avenir sont déjà assurés à la VVE. C'est aussi quand même un enseignement qu'on peut tirer de manière générale, et pas que pour le Rumble féminin. Et des débuts quasi parfaits aussi pour Cargill, parfaitement mis en valeur et de façon très habile, car ce qu'on a pu voir, ça ouvre pas mal de directions pour elle, que ce soit Belair, Becky, Naomi ou bien Nia Jax, et même si je dirais j'irais davantage vers Belair au vu de ce qui a été présenté et de cette non-interaction physique, puisqu'elles sont restées face à face mais elles n'ont pas pu entrer en collision. Donc c'est peut-être une graine pour planter pour plus tard. En tout cas, même si le Rumble féminin n'existe que depuis 6 ans, je peux quand même dire que ce fut l'un des meilleurs qu'ils aient fait. Peut-être même le meilleur, après c'est une affaire de goût et chacun se fera son opinion. Même si j'avais gardé un bon souvenir du tout premier, avec toute la symbolique qu'il revêtait à cette époque. 3 étoiles et demie donc pour ce match qui pour moi fut même le meilleur, en tout cas le moins pire match de tout ce pay-per-view, c'est quand même une sacrée surprise au premier abord. Du bon boulot dans l'ensemble, malgré les quelques reproches donc que j'ai pu formuler. On va passer maintenant au match suivant. Le Fatal 4-Way donc pour le titre Undisputed universel de Roman Reigns, bien entendu, contre AJ Styles, Randy Orton et LA Knight. Une position qui peut paraître étonnante pour ce match, plutôt que de l'avoir mis en numéro 3 par exemple. Mais très franchement, vu le rythme de ce match, on s'apercevra très vite que sa place était juste parfaite, histoire de respirer après le Rumble féminin. En effet, à peine le match commencé, on se rend vite compte que le match ne va pas très bien se passer avec, il faut le reconnaître, 3 hommes sur 4, à l'exception d'AJ Styles, qui ne sont pas franchement excitants à voir évoluer dans un ring. Je m'étais d'ailleurs trompé dans ma précédente vidéo en disant que je faisais confiance à AJ et Owens pour assurer le show. Je m'étais complètement emmêlé les pinceaux et évidemment j'ai confondu Owens et Orton. Et forcément, ça change toutes les données du problème. Du coup, seul AJ ici pouvait assurer le show au niveau in-ring et c'était bien trop peu face à ces 3 hommes, certes expérimentés, mais qui ne sont pas ceux sur qui il faut compter pour avoir quelques manœuvres spectaculaires. Je n'ai même pas trouvé l'alchimie folle entre ces 4 hommes. C'est pas mal parti dans des duels, notamment entre Reigns et Orton d'un côté et AJ et LA Knight de l'autre, ce qui peut aussi être annonciateur des feuds à venir. LA Knight fait participer le public en répétant ses coups d'assommoir sur la table des commentateurs, ses coups de poing ou bien ses coups de pied dans le coin. Orton distribue l'air KO à foison et conserve son rythme toujours aussi lent
et méthodique, à l'image de Reigns, tandis que KJ tentera de briller ici ou là, notamment avec un beau Styles Clash porté sur Reigns, mais sauvé par Knight, tandis que le BFT porté par Knight sur Reigns sera cette fois-ci sauvé par AJ. Reigns, quant à lui, continue de faire du Reigns en se montrant arrogant, le tout à un rythme pachydermique. Après le BFT et le Styles Clash, Reigns se prendra un troisième finisher, à savoir le RKO, mais cette fois-ci c'est Solo Sikoa qui viendra le sauver en tirant l'arbitre. Reigns s'en sort toujours, quoi qu'il se passe. Il était évident que Solo interviendrait, c'est un Fatal 4-Way, c'est no DQ, donc il n'y a absolument aucune raison que Solo n'intervienne pas. La participation de Jimmy au Rumble rendant son intervention plus hypothétique. On aura tout de même vu un moment fun lorsque Solo empilera Knight sur Orton. Rappelons un peu l'empilage de Edge sur Bryan à Mania 37. Solo tentera alors de chercher Edge pour l'empiler sur les deux autres, mais foncera dans une barricade, ce qui permettra à Edge de surprendre un Reigns encore dans les vapes avec un Phenomenal Forearm, ce qui permettra une belle image avec les trois hommes empilés et un Orton qui dégage tout le paquet d'un seul coup. Probablement le passage que j'ai préféré de ce match d'ailleurs. Edge fait ressortir alors son côté sauvage en multipliant les coups de chaise sur tout le monde. Knight a le dessus sur Reigns, mais fait tomber Edge sur le point de porter un autre Phenomenal Forearm, le tout provoqué par Reigns lui-même, ce qui permet à Reigns de capitaliser avec un Superman Punch sur LA Knight et enfin un Spear sur Edge pour la victoire. Une fin qui calme rapidement le public, mais très franchement, voilà, personne ne pouvait penser que Reigns aurait pu être en danger dans ce match, tant le suspense était réduit à néant. C'est aussi un élément qui a joué dans ma notation, car déjà que le match n'est pas fameux de façon générale, si au moins on avait une once de suspense, ça aurait pu permettre de faire mieux passer la pilule, mais ce ne fut pas le cas ici. La fin paraît un peu brutale, mais a le mérite de continuer à planter des graines pour un match entre Edge et LA Knight. Reste à savoir si ce sera Mania ou bien un autre moment. Edge était pour moi le favori pour prendre le pin. C'est donc le bon choix pour moi. Orton était forcément voué à être protégé et LA Knight se devait aussi, je pense, de l'être dans l'optique d'une potentielle montée progressive autour du titre US à WrestleMania, par exemple. Pas d'intervention de The OC à signaler, mais cette défaite d'Edge pourrait aider à développer son histoire avec The OC dans la construction de son probable futur match face à LA Knight. Donc pour résumer, je n'ai pas trouvé ce match fameux, le rythme était vraiment faible, le suspense aura des pâquerettes et l'alchimie pas des plus évidentes. 2-3 bonnes idées avec ce triple empilage et les 3 finishers encaissés par Reigns, desquels Reigns finit toujours par se sortir, mais jamais grâce à lui-même. Et enfin ce double match dans le match entre Edge et LA d'un côté et Orton et Reigns de l'autre, qui sera sans doute amené à être développé dans les semaines à venir. Ma note est donc de 3 étoiles. C'est assez faible, et même l'une des pires défenses de titre de Reigns depuis le début de son règne, à mon sens. La faute à un casting qui n'est pas favorable à un Fatal 4-Way, lorsque les 3/4 des participants sont chiants à voir évoluer dans un ring. Je m'étais trompé en citant Owens à la place de Orton dans ma précédente vidéo, et bien très franchement, je suis sûr que si Owens avait été à la place d'Orton, on aurait pu avoir un match bien plus décent que celui-ci. Il faudra aussi surveiller l'état d'Orton qui semblait se tenir le haut du bras à l'issue du match. Espérons que tout ira bien pour lui, parce que c'est vrai qu'au moment où il allait porter un RKO aussi pendant le match, où il tapait des 2 points là contre le sol comme à son habitude, je l'ai vu aussi un petit peu se toucher le bras gauche là, le haut du bras gauche. Donc je ne sais pas quand est-ce que c'est arrivé, mais voilà, faudra suivre ça de très près. On va passer maintenant au match suivant. Logan Paul contre Kevin Owens, donc pour le titre US, 3 étoiles écart pour la note. Globalement un match également décevant, car j'en attendais bien plus au vu des capacités athlétiques des deux hommes. Cependant c'est bien aussi de voir un visage plus stratège de la part de Logan Paul, qui a ici bien travaillé sur le bras droit endolori d'Owens, ainsi que sa main droite. Son arrogance est bien sûr toujours aussi intacte, et il n'oublie pas non plus d'apporter un peu de voltige avec son buckshot lariat, sa swanton bomb, un pescado, un crossbody depuis la 3e corde, ou bien son splash, très semblable à celui de Rey Mysterio d'ailleurs. Owens reste fidèle à lui-même, très efficace dans un ring, bon seller, bon storyteller, et compétent pour mettre en valeur son adversaire. Owens se montrera souvent féroce, ce qui est logique dans le cadre de la storyline, mais c'est surtout la fin qui pourrait partager les gens, je pense, avec Jeff,
donc qui est le nom de l'assistant de Logan Paul, qu'on avait déjà vu dans le passé, qui fera à nouveau son apparition, comme je le pressentais, mais cette fois-ci retenu par les officiels. Theory et Waller viendront alors à la rescousse, chose que j'avais d'ailleurs aussi suggéré dans ma précédente vidéo, sans trop y croire, ce qui permettra alors de distraire tout le monde. Theory en profitant alors pour donner un point américain à Paul, mais Owens va le lui prendre à temps et va frapper Logan Paul avec, et c'est là que j'avoue que j'ai vraiment cru que KO gagnerait, ce qui aurait été une grande surprise à mon sens, mais l'arbitre a vu ce coup de poing américain et stoppe alors son compte in extremis, ce point américain, donc, et il a proclamé le DQ d'Owens et donc la victoire de Logan Paul. C'est donc un petit événement quand même, car c'est seulement le deuxième DQ vu dans un pay-per-view depuis que Triple H a pris le pouvoir, après celui donc de Lesnar sur Lashley au Chamber 2023, dans des conditions qui étaient alors très particulières, avec on sait que Lesnar ne voulait pas bosser avec Wyatt. C'est donc en quelque sorte le tout premier DQ qui arrive véritablement depuis l'ère Triple H, dans un souci de respect du kayfabe et de prolongement de la rivalité, on peut le dire ça comme ça. Alors certes, je suis pas le plus grand fan des DQ en pay-per-view, j'ai souvent ragé quand c'était Vince, mais aussi parce qu'il le faisait souvent. Mais comme il s'agit là de quelque chose de rare avec Triple H, je vais être bien plus indulgent ici, malgré la frustration que j'ai ressentie en direct. Ça permet de protéger tout le monde et on se doute qu'une revanche va avoir lieu, que ce soit au Chamber ou bien à Mania. Si ça devait avoir lieu à Mania, on pourrait alors s'inquiéter d'ailleurs pour LA Knight, qui à mon sens était bien parti pour prendre ce titre US à Mania, mais il semblerait davantage parti pour aller vers AJ dans une feud sans ceinture, ce qui serait bien dommage pour lui. Enfin, attendons de voir comment les choses vont se dérouler. Quoi qu'il en soit, donc j'ai donc donné un 3 à ce match, qui n'est pas foncièrement mauvais en soi, avec un peu de psychologie et de bonnes manœuvres in-ring, mais la proposition d'ensemble, ajoutée à cette fin frustrante, m'ont laissé quelque peu sur ma faim, attendant quelque chose d'un peu plus flamboyant, mais sans doute que c'est ce que l'on verra lors du match revanche, qui risque d'ailleurs d'être sans disqualification, vu comme c'est parti. Un honnête match donc, mais c'est pas ma prestation préférée de la part de Logan Paul, loin de là, même si son côté stratège et un peu technique n'était pas quelque chose de désagréable à regarder par ailleurs. Mais je serai par contre bien plus intransigeant lors du match revanche, ça c'est sûr. Et on va passer déjà donc au main event, le gros morceau, à savoir le Royal Rumble masculin, donc 3 étoiles écart pour la note. Le visuel que je vous présente ici n'était pas complet, puisque on savait aussi que Carlito, Theory, Waller participeraient à ce match, portant le nombre de participants alors à 14 et non 17. L'Alpha Academy n'ayant finalement pas pris part à ce combat, contrairement à ce que l'on aurait pu penser dans leur vidéo postée la semaine dernière. Jey Uso est arrivé donc en numéro 1, et à ce moment-là on se doutait bien que Jimmy arriverait en 2, d'autant plus que lors du tirage au sort qu'on avait vu à SmackDown la veille, Jimmy s'était montré franchement déçu de son numéro, en faisant no hit. Waller arrivera en 3 avec une petite promo de heel pour provoquer Jey Uso. Andrade fera alors son grand retour à la VVE en numéro 4. C'était un nom évidemment très souvent cité depuis son récent départ de l'AEW. Ce n'était donc pas une énorme surprise comme celle de Jordynne Grace en comparaison, mais la plus grosse surprise du côté masculin malgré tout, et c'est ça qui peut surprendre justement. Carmelo Hayes arrive en numéro 5. Là également ce n'est pas une énorme surprise vu sa présence de plus en plus remarquée dans le main roster, bien qu'il soit toujours officiellement rattaché à NXT. Il s'en prendra directement à Waller, qu'il connaît bien du côté de NXT. L'idée d'un triple threat entre Jey, Uso, Melo, Carmelo Hayes et Andrade, ça me donnait alors très envie, puisqu'à un moment donné on va voir les trois un peu se tourner autour. Melo éliminera finalement Grayson Waller sous une bonne pop. L'arrivée d'Escobar me donnait alors très envie de le voir face à Andrade, et le public a aussi très bien réagi lorsqu'Escobar s'est tourné vers lui en lui prenant la main et en lui faisant un câlin, lui proposant alors de tendre le poing à la manière des Ingobernables, chose qu'Andrade va étonnamment refuser, ce qui aurait presque pu lui coûter l'élimination d'ailleurs par un Escobar assez rancunier. Mais un début de développement que j'ai trouvé intéressant pour la suite du côté de SmackDown, si Andrade part dans la brande bleue, chose qui à mon avis risque d'arriver. Dominique Mysterio va arriver alors en numéro 9 sous une bronca monumentale, comme d'habitude, suivi d'un autre latino, à savoir Carlito, venu tristement voler la place de Tye Dillinger. Donc c'était Carliten et non pas le Perfect Ten, malheureusement. Et c'était évidemment à mon grand désarroi. Carlito éliminera rapidement Escobar après lui avoir craché sa pomme au visage, ce qui s'inscrit parfaitement dans la suite de leur rivalité
rivalité actuelle. Lashley arrivera en 11 pour bizarrement s'en prendre à plusieurs hommes avant de s'en prendre enfin à son rival du moment, à savoir Karrion Kross, provoquant une élimination franchement ridicule de Carlito, tout comme celle de Kross, finalement très vite balayée par Lashley, par un spear avant son élimination par la suite. C'était franchement torché et assez feignant au niveau de l'écriture. Heureusement, EOP arriveront juste après, Kross sortant alors Lashley du ring pour l'éliminer, Lashley, ce qui provoquera alors un brawl entre le Final Testament et le Street Business, c'est comme ça que j'appelle le clan des Profits et de Lashley, avec donc Ford et Dawkins qui vont venir faire le nombre dans la foulée. Au moins, cet angle, il est logique, et puis ça, il a le mérite au moins de nous épargner des tickets pris inutilement par des tag teams lors du Rumble, chose dont j'avais parlé dans ma précédente vidéo. L'entrée de Kaiser en 12 était assez drôle, faisant tout pour éviter le brawl qui était en train d'avoir lieu au niveau de la rampe. Balor arrive alors en 14 pour venir aider Dominic à éliminer Carmelo Hayes, que j'aurais aimé voir plus longtemps, notamment avec un petit face-à-face avec Trick Williams, ça aurait pu raconter quelque chose. Cody, l'un des grands favoris et tenant du titre, arrivera pile en milieu de match, en numéro 15, ce qui permettra de réveiller davantage un public quelque peu fatigué, on le sent. Andrade se fera finalement sortir par Bronson Reed, arrivé en numéro 16, à voir si cela aura des répercussions ou non. Cody et Nakamura vont alors raviver leur rivalité sans grande surprise, Cody prenant à nouveau le dessus, d'ailleurs, avec un Crossroads sur les cordes qui éliminera Nakamura. Kofi éliminera ensuite Kaiser, également quelque chose de logique au vu des rivalités du moment. C'est alors le moment idéal de faire entrer Gunther en 18, histoire de venir engueuler Kaiser au passage. Gunther distribue alors les atémis et se retrouve alors confronté à Cody, histoire de faire un petit rappel à la finale du Rumble de l'an passé. Gunther éliminera Kofi, toujours dans la logique de la feud entre le New Day et Imperium, mais Kofi ne fera finalement aucun sauvetage miracle, après 2 sauvetages ratés les fois précédentes, à se demander s'il n'a pas définitivement arrêté d'en faire. En même temps, il est de plus en plus difficile d'innover au niveau des sauvetages, et on lui en voudra pas, il nous aura laissé quand même plein de bons souvenirs et de ces sauvetages miracles dans sa longue carrière. Ivar et Bronson Reed raviveront alors à leur tour leur fraîche rivalité avant l'entrée en vain en vain, le chiffre, évidemment pas VIN, l'entrée en vain de Bron Breakker, le second participant venu de NXT, ce qui fera toujours 2 de plus, 2 de mieux que l'an dernier pour les hommes. Il va multiplier les spears et faire une forte impression en sortant Jimmy et Balor coup sur coup. Un Balor franchement décevant une nouvelle fois et vraiment pas dans une bonne période actuellement, je trouve. L'occasion alors pour la VVE de tester auprès du public une autre opposition entre Breakker et Gunther. Ça n'a pas forcément été hyper fructueux comme Belair et Cargill, mais au moins Breakker arrive à nouveau à impressionner en soulevant Gunther à bout de bras avant de lui porter un spear. Comme je l'avais évoqué dans mon dernier Manso Catch, Omos fera son grand retour en numéro 21. Ça me semble être une bonne idée dans ce genre de match, très favorable aux attractions et aux hommes bigger than life comme Omos. Il va tout de même sortir Bronson Reed avec une relative facilité. Qui sait si ce n'est pas une rivalité à venir dans l'optique de Mania, qui vaut ce qu'elle vaut. Bron Breakker de son côté continue son festival avec un nouveau spear en plein vol, très joli, pour contrer Ivar, avant de le sortir quand même. C'est tout de même incroyable cette mise en avant de Breakker qui semble vraiment tout près du main roster. Pat McAfee va arriver alors en numéro 22 par surprise, une idée que j'avais eu en tête lorsque je l'ai vu revenir en tant que commentateur dans ce pay-per-view. Son auto-élimination était franchement ridicule en soi, mais comme on a pu le lire, il a probablement remplacé au pied levé quelqu'un qui était prévu initialement, et l'on pense forcément à Brock Lesnar, d'autant plus qu'on arrivait à un moment du match où on voyait Omos et Bron Breakker qui étaient face à face, sans oublier Gunther qui était à côté, donc ce qui était forcément le moment parfait pour introduire un autre big guy comme Brock Lesnar, et puis refaire un petit face-off avec Gunther, forcément utiliser quelque chose. Mais l'actualité brûlante autour de Vince McMahon en a décidé autrement. Je ne pourrais alors blâmer cette élimination assez ridicule de McAfee, mais peut-être qu'ils auraient peut-être au moins pu mettre un catcheur valeureux à la place de McAfee et un peu changer un peu le script. Bon, c'est un peu dommage, ils ont peut-être manqué de temps par rapport à ça. Bron Breakker continue alors son festival en éliminant Omos, c'est quand même assez incroyable et même impensable une telle mise en avant de sa part.
Ça, c'est quand même l'une des grosses surprises et l'un des gros enseignements de ce Rumble. Dominic profitera de l'extase de Braun Breaker à ce moment-là pour le sortir, juste au moment où JD McDonagh va entrer en piste. Élimination assez bête d'ailleurs de Breaker, mais bien compensée par une vengeance très sèche de la part de Breaker, avec un énorme spear porté sur McDonagh à l'extérieur du ring, alors que McDonagh n'était même pas encore rentré dans le match. Un élément qui aura aussi peut-être des répercussions du côté de Raw, sait-on jamais. R-Truth arrive alors en numéro 24, en ramenant McDonagh dans le ring, alors qu'il n'était pas encore rentré dans le ring, justement, il était donc pas éliminé. Mais c'était du pain béni pour Jey Uso, puisque McDonagh était encore sonné par le spear. Donc Jey Uso n'avait plus qu'à le cueillir avec une corde à linge pour éliminer McDonagh. Une bonne façon de raconter son histoire avec le Judgment Day. Le moment le plus drôle de ce match aura alors lieu lorsque Truth proposera à Dominic le changement en demandant l'appui du public, comme si c'était un match tag. Dominic s'exécutera et R-Truth fera un hot tag très popé en s'en prenant à Gunther en mode Cena. Le Miz arrive alors en 25 et va s'attaquer logiquement à Gunther avant de s'associer évidemment à R-Truth pour éliminer Dom. Mais R-Truth est tourmenté et il sauve Dominic au passage. Le storytelling est bien placé ici avec un Miz qui wispy Truth au passage. Damien Priest arrive en 26 et sans hésitation il vient éliminer R-Truth, le tout sous une grosse bronca du public. Voldemort arrive alors en 27, un numéro bien évidemment extrêmement favorable au vu de son cardio très limité en 2024, on le verra d'ailleurs en fin de match. Dominic est alors rapidement éliminé. Ricochet arrive en 28, ce qui constitue mine de rien une petite surprise. Gunther sort le Miz, histoire peut-être de clôturer leur feud une bonne fois pour toutes. McIntyre arrive alors en 29 dans une position très favorable lui aussi. Entre Jey, Cody, Voldemort, Gunther, Priest et celui qu'on verra ensuite en 30, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent s'écrire à ce moment-là avec McIntyre, dont le regard est extrêmement sombre et déterminé à la fois. Jey sera pas loin de l'exploit en sortant Gunther, mais ce dernier va finalement sortir Jey, plantant peut-être une graine pour plus tard, vu qu'on a vu Jey autour des New Day dernièrement, dans le cadre de leur feud avec Imperium. Sami Zayn donc sera finalement le numéro 30 pour son grand retour, après avoir vendu une blessure suite à l'attaque backstage de McIntyre, il y a quelques semaines de cela. J'ai le même commentaire que pour Liv Morgan ici, c'est que c'est un retour après une longue absence, mais pour moi, c'est pas d'un calibre de ce qu'est censé représenter un numéro 30, quoi. J'ai aussi été assez déçu globalement par ce choix. Je pense qu'il y avait mieux à faire. Sami aurait pu rentrer avant. Et on aurait pu avoir quelqu'un d'un petit peu plus flamboyant comme entrant. Sami va s'en prendre logiquement directement à Drew. Le Final Six est assez prévisible avec Voldemort, Cody, Gunther, Drew, Sami et Priest. Sami va alors sortir Priest, ce qui raconte aussi quelque chose en soi. Drew va sortir Sami dans la foulée, ce qui raconte également quelque chose. Et l'on se retrouve alors avec un Final Four entre les 4 grands favoris, ce qui ne surprendra donc personne. Drew se fait sortir de façon quelque peu stupide par Voldemort, pris par un excès d'arrogance. Cody arrive alors à sortir Gunther pour la 2e année consécutive, avec un simple collier de tête. Il reste alors Cody et Voldemort, les 2 grands favoris du match. Une finale très prévisible et même teasée lors du dernier Raw avec ce face-à-face au micro. Et à nouveau, c'est un excès d'arrogance qui coûtera la perte de quelqu'un, à savoir celle de Voldemort cette fois-ci, venu tenter un second JTS, contré par Cody, qui l'éliminera dans la foulée pour s'imposer après un long duel final de plusieurs minutes, à l'image de celui de l'an dernier, mais moins qualitatif, car j'ai trouvé que Voldemort était vraiment en difficulté d'un point de vue cardio. C'est ce qui m'inquiète pas mal pour ses futurs matchs, et c'est ce que j'avais déjà remarqué à l'AEW, et pourtant malgré être arrivé tardivement en numéro 27. C'est ça qui m'inquiète. Quant à Cody, il réalise l'exploit de gagner 2 fois de suite le Royal Rumble, chose qui n'était plus arrivée depuis Stone Cold Steve Austin en 98 quand même. Gagner à nouveau le Rumble, je suis pas franchement fan du procédé, et je dis pas ça parce que j'avais pronostiqué Voldemort, mais qu'en faisant ça, quand on sait que Cody a une histoire à finir et que la première tentative a échoué, cette seconde victoire d'affilée au Rumble te spoil de façon quasi définitive sa victoire à Mania, quoi. Et donc, ça spoil aussi donc la fin du règne historique de Roman Reigns. Alors quand je vous disais que le jour où Cody prendrait le titre à Reigns, je n'aurais aucune émotion, eh bien on est en plein dans cette situation, avec un forcing autour de Cody qui va venir tuer tout suspense à Mania, quand bien même
je suis très content, hein, que ce règne interminable arrive bientôt à son terme. Il n'ira pas au-delà de Mania, hein, chose que je craignais énormément. On a vraiment l'impression qu'à travers le booking de Triple H, il y a cette culture de la patience qui est mise en avant. Cody qui bat Reigns à la première tentative est jugé sans doute trop prématuré, hein, comme voir Jade Cargill aller chercher un titre à Mania cette année, seulement 3 mois après ses débuts, comme voir Bayley prendre un titre solo juste quelques mois après la naissance de Damage Control, ou comme donner enfin un titre à LA Knight. Ben non, il va falloir attendre encore et encore. Non, bah ici il faut savoir prendre son temps avec Triple H, quitte à passer 1 an, voire 1 an et demi dans la salle d'attente, à ronger son frein, hein, en essuyant les défaites ou en enchaînant les programmes d'attente, hein, façon Becky Lynch 2023. Un titre, ça se mérite, hein, il faut aller le chercher avec les tripes et au prix d'un dur labeur, sinon vous ne pourrez rien espérer. Hein. Voilà un peu comment je vois un peu les choses autour du booking de Triple H et du résultat de ce Rumble. Je pense que Voldemort paye le même prix que Cody 1 an auparavant, hein, en fin de compte. Son arrivée est encore fraîche et s'il doit prendre un titre majeur, bah, il lui faudra le mériter et faire ses preuves, quitte à attendre 2025, voire 2026. Hein. Mais il sera certainement le grand favori du Rumble 2025. Hein, ça, je le sens déjà bien venir. Concernant l'évaluation de ce Rumble, bah, je l'ai pas trouvé fantastique, ni catastrophique non plus, mais bien qu'il comporte pas mal de choses comparables au Rumble féminin d'un point de vue storytelling et mise en avant, comme Braun Breaker en particulier, bah, j'ai trouvé le Rumble masculin un poil inférieur d'un point de vue émotion et surprise, avec les apparitions de Naomi et Jordynne Grace qui ont apporté beaucoup de fraîcheur d'entrée de jeu, là où à part Andrade, qui n'était pas non plus la surprise du siècle, on n'aura pas vu de nom franchement inattendu, parce qu'il y avait aussi Pat McAfee, mais bon, il était à la table des commentateurs, et franchement, dès que je l'ai vu aux commentaires, j'y ai déjà pensé, donc j'étais pas si surpris que ça, quoi. Braun Breaker et Carmelo Hayes sont 2 des types de NXT les plus proches du main roster, donc il n'y a rien de surprenant en soi qu'ils apparaissent, tout comme le retour d'Omos qui est formaté, je pense, pour ce type de match. Pat McAfee, donc comme je le disais, on le devine aisément, et puis c'était qu'un plan B, hein, pour remplacer Lesnar. Et concernant le suspense, bah, les gros favoris ont tous été regroupés en fin de match, là où les filles ont réussi au moins à nous surprendre avec Morgan et Cargill dans le Final 3 et Becky Lynch et Nia Jax d'ores et déjà éliminés. Si d'un point de vue purement comédie, R-Truth aura permis d'assurer le service dans les 2 Rumble, bah, Chelsea Green a complété le reste, hein, du point de vue féminin, et j'ai pas beaucoup crié, hein, pendant ce Rumble masculin, un poil trop sage et manquant de folie et de moments d'anthologie, hein, dont on se souviendra. Voilà pourquoi je donne 0,25 étoiles de moins que le Rumble féminin, hein, à ce Rumble masculin, portant la note alors à 3 étoiles écart. Et même si Bayley et Cody sont tous deux des vainqueurs prévisibles, hein, et faisant partie des gros favoris établis depuis longtemps, je finis chacun des 2 Rumble sur une impression différente, car Bayley a au moins le mérite d'avoir eu une année relativement paisible en 2023, où elle a su faire le dos rond, et une grosse storyline qui sert sa victoire en plus, et le public a ressenti davantage, d'ailleurs la même chose en la soutenant beaucoup, ce qui provoque une impression de feel good et de you deserve it bien plus importante qu'avec cette nouvelle victoire de Cody, embourbé dans son délire de finish the story, hein, depuis bientôt 2 ans déjà, et cette lassitude du public fait que naturellement on est bien moins content pour la victoire de Cody que pour la victoire de Bayley, hein, en comparaison. L'une est sur une courbe ascendante, tandis que l'autre est sur une pente qui commence déjà à être descendante en termes de hype et d'attente. Les courbes se croisent, et c'est justement ce croisement des courbes et cette impression générale qui fait que ça me fait pencher davantage en faveur du Rumble féminin que le Rumble masculin au niveau du Rumble que j'ai préféré cette année. Et puis comme je le disais, le finaliste malheureux du Rumble masculin n'est guère des plus rassurants au niveau physique, c'est ça qui me rassure pas. Il y a quand même eu de bonnes choses, hein, globalement dans ce Rumble masculin, la mise en avant surprenante de Braun Breaker, donc les rivalités du moment
mises en avant, hein, comme Final Testament contre le Street Business, ou bien le New Day contre Imperium, Jay contre Jimmy pour débuter, hein, une bonne idée, Sami qui retrouve un Drew en plein tourment, Gunther qui engueule Kaiser, la rencontre entre Andrade et Escobar, le Judgment Day embarrassé avec cet encombrant R-Truth. Bref, on peut pas dire que ce Rumble soit une coquille vide, mais comme je l'ai déjà dit, bah c'est un tout, un Rumble, et il me faut aussi des émotions, pouvoir sauter et crier, hein, lors d'arrivées surprises qui te font lever de ton siège, comme celle de Jordynne Grace par exemple, et je n'ai pas vu ça chez les hommes, où ça a été un peu trop ronronné justement de ce côté-là, quoi. Et c'est ça la grande différence, et j'ai aussi besoin d'être un petit peu un gamin finalement, quelqu'un qui a besoin de rêver, quoi. C'est vraiment la spécificité du Rumble, hein. De toute façon, c'est le seul pay-per-view dans l'année où il y a ce côté-là avec beaucoup d'espérance aussi quand même, hein, et beaucoup d'attentes, et peut-être que c'est peut-être de ma faute, peut-être que je me hype trop pour ce pay-per-view à cause justement des arrivées surprises et que j'en attends trop et qu'au final, bon ben, on se contente finalement des participants, je dirais des 80%, même 85%, ce sont des mecs déjà du roster quoi, avec 2-3 ajouts d'NXT et c'est tout. Voilà, et on se contente de raconter les histoires du moment. Mais voilà, moi il me manque un peu de folie. Voilà un peu comment je pourrais résumer tout ça. Mais voilà, on n'a pas deux Rumble vraiment de merde, hein, désolé du terme. On a deux Rumble qui valent ce qu'ils valent. Ils étaient pas mal. Le féminin me semble au-dessus. C'est même l'un des meilleurs, je pense, depuis le début, hein, au niveau des Rumble féminins. Mais le masculin va me sembler un peu plus, je dirais, oublié dans les années à venir, quoi. Je pense on ne se rappellera pas forcément de cette édition masculine, hein, du Royal Rumble 2024. Ben voilà, j'en ai terminé donc avec cette longue review, hein, j'espère qu'elle vous plaira et que vous likerez cette vidéo au plus grand nombre. Bah, n'hésitez pas aussi en commentaire à donner votre avis général sur ce pay-per-view, hein, si vous l'avez aimé, si vous l'avez détesté ou si vous l'avez trouvé assez moyen et oubliable, vos notes. Voilà, dites ce que vous voulez, hein, sur le pay-per-view, n'hésitez pas, et toujours dans la bienveillance, hein, bien entendu, hein, ça c'est essentiel. Pour ma part, et comme indiqué sur le visuel, ben, on se retrouvera dans 3 semaines, le 18 février, nous serons alors à 6 jours du prochain pay-per-view, qui sera l'Elimination Chamber, hein, qui va avoir lieu donc le 24 février, hein, en Australie, à un horaire bien compliqué, hein, puisque ce sera 11h du matin, heure française. Va falloir s'organiser. Bref, on aura le temps d'en reparler. En attendant, portez-vous bien, passez une excellente semaine, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch et zéro miedo. Ciao à tous.